Si le poisson est content lorsqu'il voit le pêcheur, vous venez le sauver, il se trompe d'adresse. Quand cela ne tienne, nous devons tenter une expérience parce qu'elle n'a jamais été rendue opérationnelle. Doha la même chose, mais j'ai dit, mais écoute, où est l'Union africaine? L'Union africaine, elle est où? Pourquoi ça doit perdurer? Nous avons été un seul État. On a appelé autrefois la Confédération des royautés. Il n'y avait pas de Rwanda. D'ailleurs, le Rwanda et le Burundi faisaient partie du Congo. C'est en 1910. Ils sont devenus finalement détachés à cause de la demande de Bismarck, qui aurait souhaité véritablement prendre le Rwanda, le Burundi, compagnie, etc. Et comme nous ne sommes pas encore indépendants, il y a des puissances d'argent qui non seulement sont à la base de ce qui se passe à l'Est, avec leur multinationale, parce qu'ils ont besoin de minerais stratégiques. Et ce sont eux qui se présentent aussi comme des pompeurs, comment on dit, les bienfaiteurs. Les bienfaiteurs, les pompeurs... les sapeurs-pompiers. Sapeurs-pompiers. Ça, c'est une évidence. Il y a une littérature abondante par rapport à ça. Mais qu'est-ce que nous devons faire, Gédéon? Nous avons passé de 1994, avec le génocide rwandais, il y a eu des milliers de morts. Nous avons assisté à la première guerre de 1996-97, des milliers de morts. Nous avons assisté à la guerre de 1998, 2003, des milliers de morts. On est là en 2021, en 2025. S'il vous plaît, de grâce. Je dis qu'à un certain moment, il faut choisir. Si vous êtes panafricain, le problème de l'Afrique doit être réglé en Afrique. J'essaie de faire le parallélisme vulgaire. Mais si les problèmes de l'Afrique sont réglés ailleurs, c'est l'impérialisme américain. Nous plions devant l'impérialisme. Oui, c'est justement jusqu'aujourd'hui. Oui, mais arrêtez alors de dire que l'accord est bon. Non, je dis c'est transitoire. Non. Pourquoi ceci doit lui coûter son poste de gouverneur? Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas prêts. Les Congolais se réconcilient. S'il est sanctionné, pour avoir dit, Kabila est notre frère, Nanga est notre frère, s'il est sanctionné pour ça, donc il y en a au Congo qui ne veulent pas la réconciliation des Congolais. Je n'ai peut-être pas suivi la péripétie du problème de Kiaboula, mais j'ai suivi ça à la radio, au Congo tout à l'heure, où on disait que, bon, voilà, ce qu'il avait dit, ce que tu as repris là, et que le vice-premier ministre de l'Intérieur lui a fait une demande d'arriver à Kinshasa pour des échanges et des concertations, parce que c'est un gouverneur de province. Mais il n'a pas répondu à la lettre du vice-premier ministre, c'est ce qui a poussé à ce que, n'est-ce pas, il y ait une lettre de suspension. Mais ce n'est qu'une suspension. Si tout le monde doit se détacher... Est-ce que la messe n'est-elle pas dite pour lui? Là, on a l'impression que l'affaire prend une autre tournure. Non, nous sommes en train de vouloir construire un état de droit. Et l'état du droit suppose la gestion des contradictions, le droit au désaccord. Et s'il y a un gouverneur, il n'est pas le moindre, parce que c'est un président d'un pouvoir politique. Donc, il est tout à fait normal, soit entendu, et la procédure qui a été suivie par le vice-premier ministre, c'est une procédure normale. Congo BM TV. Congo BM TV, la chaîne de la vérité 100% panafricaine. Ici, on donne la parole à ceux qu'on ne montre jamais. Reportages, interviews, documentaires, décryptage et actualités engagées. Nalobi biso nyonso to s'abonner na Congo BM TV. Kuna okokuta makambo nyonso ya kitoko, ba émission ya bien, ba gag ya kitoko, ba film ya bien. Babi ba chaîne ya ba polémique. En tout cas, to message biso sur la polémique. Mais boye ba ke na place mboka ezobeba ezala na une partie également authenticité. Yango sikoyo Congo BM TV bato nyos bolina presque bolina excellence, allez vous abonner chez Congo BM TV. Ngai déjà ba s'abonner. OK, ngai déjà na kati wana et puis bino pe boya vous s'abonner et ça la biso bien makasi. Tous s'abonner biso nyonso na Congo
BM TV. On va déjà s'abonner. Etikalio. Bertino Mayaya, Congo BM TV. Il y a biso esika eye, veut dire moi na soka botani. Ba maman ba papa ba yamba kai ba yaya ba tata mo si ba mama kulutu abotani. Congo BM télévision veut dire awande. Ah, obozua kité. Veut dire abozouango. Donc, chaîne Nabiso Asika, Congo BM TV, plutôt s'abonner massivement, ok? Bon, balinga ba programme bien, balinga ba théâtre, balinga ba gag, balinga ba émission, de ma camion soit bien, tout s'abonner massivement, ok? Na Congo BM TV. Abonnez-vous massivement sur Congo BM TV. Mes fans, batonyo so boninga ngai, boninga bémission bien, mutinyo so alingaka excellence, mutinyo so alingaka la gag intelligent, mutinyo so alingaka la film moko bien, émission kitoko chez les gens qui réfléchissent. En tout cas, allez-y massivement vous abonner sur Congo BM TV. Vous s'abonner massivement à Congo BM télévision, à Waborate et le côté, bah film, bah gag musique, donc ils à la Congo BM télévision. Donc voilà, on a déjà s'abonner qui peut s'abonner, benga tata moi si benga maman pour tout voisin à s'abonner. Voilà, ils on peut pas citer sur le dans la cloche de notification vidéo au début qui nous s'appuie pendant des temps notification au quota et au commun là. Donc voilà, la donne à s'abonner qui vient s'abonner et FM à s'abonner qui Prise Kakanushi puis à s'abonner qui voilà, biso tout ça. Congo BM TV, la vérité se maintenant. Accord de Washington ratifié par le Rwanda, on en parle encore. Le Congo attend encore avant de soumettre ces traités au Parlement congolais. Bienvenue, mesdames et messieurs. Trahison panafricaine ou pragmatisme nécessaire. Nous allons justement nous poser la question, l'identité de l'Afrique est-elle menacée? Que pèsent vraiment les médiations de Washington et de Doha face aux réalités du terrain et l'affaire Kiaboula? Le gouverneur du Haut-Katanga est-il finalement au bord du précipice après sa suspension? C'est le gouverneur, le vice-gouverneur qui en assure désormais l'intérim. Et quelles sont les implications de sa suspension? Pour décrypter ces sujets brillants, on a l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau Norbert Yamba et Pati Katanga qui sont nos deux invités exceptionnels. Ne manquez pas, Ligne Rouge est là pour décrypter avec des analyses percutantes et les vérités parfois qui dérangent et qui sont consommées dans différents salons politiques, débats d'idées, sans passion, mais avec patriotisme. Bienvenue, Norbert Yamba. Comment allez-vous? Merci, ça va, c'est bien. Merci pour l'invitation. Merci pour mon frère Pati Katanga. Ça fait un bail. Et donc, j'estime que ce débat sera un débat de valeur qui apporte une plus-value par rapport à ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, pour permettre à ce que les décisions stratégiques soient prises. Et ça, on en a besoin parce que nous voulons véritablement sortir de cette zone de turbulence. On ne cesse jamais de le dire, que le Congo mérite mieux. Que fait-on concrètement pour transformer ce vœu en réalité? Mais bon, le Congo mérite mieux simplement parce que c'est une puissance géopolitique, géoéconomique, géostratégique. Et en tant que tel, c'est une locomotive au cœur de l'Afrique. C'est le Congo qui doit entraîner d'autres pays africains à pouvoir booster c'est pas la situation en Afrique. Mais curieusement, donc vous voyez, avec tout ce que nous avons comme difficultés de parcours, trop de douleurs d'enfantement, les gens ne sont pas suffisamment préparés pour s'adapter par rapport aux défis. Et voilà, donc on n'a pas l'air véritablement d'avancer. Et donc, le Congo mérite mieux. Il faut considérer que maintenant, plus que jamais, parce que toute crise est en amont du progrès, avec cette crise et sa persistance de 30 ans, je pense que ça va réveiller les esprits et ça va
permettre à ce que tout un chacun se revisite pour que finalement nous puissions avoir une torche qui éclaire l'avenir. Si on ne fait pas une sorte d'introspection, on ne fait pas une sorte d'auto-évaluation, et on croit être véritablement à la hauteur, à ce moment-là, on se tromperait d'adresse et curieusement, ça sera du vent, de la fumée, pour que finalement toutes les espérances suscitées ne puissent justement trouver son compte. Merci beaucoup, c'est Norbert Nambayamba pour l'entrée à la matière qui commence très très bien. Pour lui, on a aussi sur ce plateau Pati Katanga. Vous êtes désormais membre de la coalition de la gauche congolaise. Vous êtes président de votre propre mouvement. Vous vous définissez comme le Maï-Maï. Comment allez-vous et bienvenue? Merci beaucoup, Gédéon. Merci à l'équipe technique. Merci à mon ami Yamba qui, à un certain moment, avait des problèmes de santé. Je suis très content aujourd'hui de le revoir de pied sur terre. Merci à nos téléspectateurs, ceux qui vont nous voir même dans les réseaux sociaux. Je pense ici à nos compatriotes qui sont à l'Est, qui sont en train de vivre une situation extrêmement difficile. Et on ne doit pas oublier qu'on a coupé les codes SWIFT pour les banques. Donc nos compatriotes qui sont à l'Est sont dans une difficulté terrible. Ils vivent un calvaire insupportable. Oui, ceux qui ont épargné ne peuvent pas aller retirer de l'argent. Et ceux qui n'ont pas pu épargner, eh ben, les prix ont grimpé sur les marchés. J'ai poursuivi au marché des Kadutu à Goma. C'est infernal. C'est infernal. Mon cœur fend parce que le Congo, c'est comme un corps. Et lorsque vous avez un doigt qui vous est amputé, tout le corps souffre. Je salue la diaspora qui, de temps en temps, surtout, vient en aide sur les plans économiques au peuple congolais. La coalition de la gauche congolaise se porte bien? La coalition de la gauche congolaise se porte bien. Je suis géniteur de cette coalition avec mes amis Jean-Marc Kabund, Jean-Marie Lessé, Albert Mpechi, Honorable Alonga et tant d'autres, parce que nous avons fait le constat que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu un débat d'idées, on n'a jamais eu un débat idéologique dans ce pays. Les débats depuis 60 jusqu'à aujourd'hui ont tourné autour des personnes, autour des tribus, autour de ventres vides. Conséquence, notre pays en est là où il est aujourd'hui. Faut-il rappeler qu'en 1960, lorsque nous accédions au pouvoir, lorsque nous accédions à l'indépendance, en 1960, c'est ça, on accédait au pouvoir aussi en 1960, les Congolais. Alors, les Congolais avaient une vie sociale supérieure à la Chine. Les Congolais avaient une vie sociale supérieure aux Brésiliens. Les Congolais avaient une vie sociale supérieure aux Sud-Coréens. Les Congolais avaient une vie sociale supérieure aux Sud-Africains. Aujourd'hui, le Congo est le dernier de la planète. Les derniers, la risée du monde pendant 7 ans, la Chine est passée 2e puissance économique du monde. La Corée est passée 10e puissance économique du monde. Le Brésil est passé première puissance économique de l'Amérique latine. L'Afrique du Sud est passée première puissance économique de l'Afrique. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le fondement sur lequel la nation reposait se sont écroulés au fil du temps? Se sont écroulés. Je suis panafricaniste comme mon ami. J'exergue aussi les colonialismes, mais je constate malheureusement, à mon grand dame, si on doit comparer les deux époques, je pense que tous les Congolais choisiraient la colonisation. Parce que la colonisation, je vais te le dire ici, nous a laissé supérieurs à la Chine sur le plan social, supérieurs à la Corée du Sud, supérieurs au Brésil et en Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes dans l'autogestion, dans la gestion congolaise. Nous sommes les derniers de la planète. Nous sommes les risés de la planète. Nous sommes devenus un peuple ridicule. Voilà pourquoi nous nous sommes dit avec les amis, non, maintenant il faut un débat d'idées. Parce que dans le débat d'idées, vous allez voir, beaucoup se seront écartés d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de faire un débat d'idées. Et nous, la gauche, nous parlons de valeurs. La gauche, nous ne parlons pas des personnes. On ne fait pas le culte de la personnalité. On fait le culte des idées. Maintenant, le temps est venu pour les débats d'idées, enfin, que les Congolais, le moment venu, choisissent projet contre projet en fonction des idées qu'on leur propose. Et à ce moment-là, vous aurez des hommes politiques mieux formés, mieux outillés pour conduire notre pays vers les bons horizons. Ouais, on est resté des bons colonisés. Et une fois, lorsque nous présidons aux destinées de ce grand pays au cœur de l'Afrique, eh bien, toutes les espérances semble s'envoler. Et lorsque Yamba a pris la parole, il a rappelé
la nécessité de pouvoir, bien évidemment, revivre ces espérances, cet espoir qui semble de plus en plus lointain. Mais je pense avec la synergie et la fédération de toutes les intelligences, on peut bien y arriver. Oui, parce qu'il faut construire une intelligence collective. Et on a besoin des idées parce que ce sont les idées qui conduisent le monde. Malheureusement, lorsqu'on observe le débat, on a l'impression qu'on n'a pas encore rien compris. Il y a un nivellement vers le bas? Ce que nous voulons, où nous allons. Mais je m'arrête juste pour féliciter mon ami Pati Katanga qui a fait une sorte d'évaluation et qui a pensé que, bon voilà, donc on a trop parlé, on a trop crié, etc. Mais il faut brandir les idées et ce sont ces idées-là qui se transforment en projets et les projets se transforment en réponse pour notre société. Coup de chapeau, mon ami, félicitations, sincèrement, je n'ai pas vu. J'ai entendu juste qu'on me parle de gauche et là, au moins, je suis confirmé. Je voudrais également rassurer que je peux bien comprendre les difficultés à mon ami autour de la situation telle qu'elle se présente. D'abord, la culture, l'âme de l'élite qui a en charge la responsabilité de booster la République. La classe, la pépinière de la classe politique qui est en formation. Et quand on analyse, on réalise finalement que les préoccupations sont restées pendantes. Et cette pépinière qui va finalement demain prendre des responsabilités doit savoir où elle va. Il me semble qu'aujourd'hui, sincèrement, tout le monde est spécialiste de la Constitution. Tout le monde politologue, tout le monde politologiste, etc. Et moi, ça m'inquiète. Les problèmes résident à quel niveau? Est-ce que c'est parce que vous qui les avez précédés, vous n'avez pas eu tout le temps de préparer votre relève, préparer la génération montante? En 1960, je crois, il a dit, il y a eu des grandes performances pour des personnes qui n'ont même pas été beaucoup à l'université. Ils ont tenté effectivement d'imiter l'homme blanc au travers des idéologies qui ont été opérationnelles. Ils sont restés marqués par ces idéologies et on a assisté à une sorte de clivage idéologique. Aujourd'hui, on peut être dans une assemblée, il n'y a pas de clivage. Et là, c'est un danger public. Merci. Et donc, moi je dis, il faut retravailler. Il faut retravailler. Vous avez vu, à un moment donné, moi j'ai dit, mais je vais aller discuter. Discuter de quoi? Pour que tous nous venions des spécialistes de la région des Grands Lacs, où nous avons des choses à apporter, parce qu'en réalité, il faut que, lorsqu'on fait une discussion, que le gouvernement de la République soit en mesure de profiter des idées stratégiques pour prendre un certain nombre d'orientations. Or, ici, il y a les une thématiques qui font au débat ne suffisent plus à écairer la lanterne de non, c'est important, mais il faudrait que ça apparaisse comme une offre politique. Aux dirigeants? Oui, il faut que ça soit utile. Au peuple? Non seulement aux dirigeants, mais au peuple. Qu'on partage naturellement ces idées. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que chacun a un agenda et chacun veut brandir cet agenda et qui est fondamentalement individualiste. Soit on défend tel, soit on défend tel autre, etc. Et on ne sait pas, pour le deux camps, quelle est l'offre qui se présente pour que l'autre camp puisse s'améliorer. Est-ce que Norbert Yamba, je pose une question rapidement avant d'ouvrir le débat. Est-ce qu'avons-nous reçu la période de transition entre le régime dictatorial incarné par Mobutu et la démocratie qui est devenue le Congo? Et nous sommes dans la transition, non? Parce que nous avons été mobutistes. Et que, bon, on a acquis un certain nombre de valeurs et des antivaleurs. Et nous sommes en train d'expérimenter ça. Parce que, en réalité, lorsqu'on est dans un processus de contestation, de mouvements qui remettent en question la dynamique qui a été
qui a eu lieu, je pense qu'on essaie de dégager un certain nombre de contradictions, et ces contradictions deviennent véritablement des éléments pour booster la République. Et donc, transition, oui, je crois, parce que là, nous sommes en train de chercher comment faire autrement les choses, mais je suis désolé parce que nous n'allons pas faire autrement les choses. Je m'excuse beaucoup de porter ma casquette de panafricain, on peut dire que c'est la même chose. Que ce soit la dictature, que ce soit la démocratie, ce sont des valeurs importées. Dans nos villages, nous avons des chefs qui ont 80 ans, 90 ans, etc. Et qui, visiblement, n'ont jamais été dictateurs, mais qui sont acceptés par leurs peuples respectifs. Tu vois? Et donc, c'est lié à notre culture. Quel est le juste milieu que vous essayez de proposer en 30 secondes? Non, le juste milieu, j'ai dit qu'il faut abandonner la démocratie. Il faut chercher une nouvelle forme de démocratie. Qui répondent à nos aspirations, à notre à notre identité culture, à notre spiritualité authentique, à notre génie propre. Nous devons être en mesure de le faire. Nous devons donner du travail à tous les chercheurs. Nous n'avons plus besoin de chercher, nous avons besoin de trouver. Vous faites ce que les latinistes appellent Vox clamantis in deserto, prêcher dans la voix qui prêche dans les déserts. Non. Depuis que vous, on sème la graine. Vous portez ces idées forces, vous n'êtes pas visiblement écouté. Non, mais ça viendra. Ça viendra. Maintenant, là, je suis en train de larguer les livres sur le marché, même si pas aujourd'hui. Ben, il faut travailler dans une perspective long-termiste. Ce n'est pas le même jour qu'on construit une dynamique. Nous qui avons été formés dans un modèle fondamentalement romano-germanique, nous ne pouvons pas changer tout de suite. Et donc, il faut larguer ces idées, encore que ces idées soient vérifiées par des personnes qui peuvent véritablement avoir le pouvoir et qui essaient d'institutionnaliser ces idées. Tant que ces idées ne sont pas institutionnalisées, elles ne seront pas expérimentées, en tant que telle personne ne sera convaincue. Mais petit à petit, voilà, aujourd'hui nous avons un gauchiste, voilà, qui pouvait imaginer, parce que nous étions... Est-ce le début d'une nouvelle ère? Avec Pati Katanga, avons-nous échoué dans la transition de la dictature au jeune État démocratique qui est devenu le Congo? Ce qui est intéressant avec mon ami Yamba Yamba, c'est que souvent nous ne sommes jamais d'accord. Pourquoi? Parce que quand il dit qu'il faut abandonner la démocratie, je m'inscris à l'occidental. Je m'inscris en faux parce que... Il s'inscrit contre les valeurs importées de l'Occident. Expliquer aussi? La démocratie est devenue aujourd'hui une notion universelle. Peu importe là où elle est née, elle est devenue aujourd'hui une notion universelle. Dire que la démocratie, les Africains ont des valeurs qui leur sont spécifiques, j'ai dit attention, nous sommes en train d'alimenter le moulin de racistes qui disent, eux, que les Africains ne sont pas adaptés pour appliquer la démocratie. C'est une idée qui fait aussi son chemin en Occident. Et pas chez les moindres. Chirac l'a déjà dit. La démocratie est un luxe pour les Africains. C'est très raciste de dire ça. Nous avons les mêmes besoins, cher Yamba Yamba. L'humanité, peu importe les couleurs que nous portons, nous avons les mêmes besoins. Nous avons les besoins de la nourriture intellectuelle, donc les écoles. Nous avons les besoins de la nourriture physique, donc le bien-être, avoir un emploi, avoir un salaire décent. L'humanité, tous les humains ont les mêmes besoins. Et donc la démocratie est une notion universelle. Mais Yamba Yamba insiste beaucoup plus sur une des valeurs qui soient en harmonie avec notre spiritualité, avec notre génie panafricain. Est-ce que la démocratie n'est pas diamétralement opposée à toutes ces valeurs? Lorsque nous sommes nous-mêmes dans nos lacunes, nous mettons ces lacunes sur la démocratie. Un exemple. Nous avons assisté ici il y a moins de 2 ans à l'élection présidentielle. J'ai soutenu les candidats qui étaient le mien, c'était Moïse Katumbi, face au candidat Félix Antoine Tshisekedi. Dans le projet du candidat Félix Antoine Tshisekedi, il n'y avait pas de contrat de vente de minerais aux Américains. Il n'y avait pas non plus de changement de constitution. Dans son projet, pour lequel il a fait propagande, presque dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Dans ce projet-là, il n'y avait pas changement de constitution, il n'y avait pas non plus accord de Washington sur les minéraux congolais. Il arrive au pouvoir,
il prend son programme, il jette, il prend d'autres options, notamment avec Washington et aussi changement de constitution. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est les hommes qui ne sont pas honnêtes. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est les hommes que ça pose problème. L'homme congolais pose problème, je suis d'accord. La démocratie, elle ne pose pas problème. C'est l'homme congolais et l'homme africain. Le problème, c'est le problème d'hommes congolais et non du système. L'homme congolais. Où il faut réadapter les systèmes, le remodeler les valeurs, par rapport aux réalités culturelles et contemporaines. Dans ce cas-là, on va aller jusqu'à dire la gauche, elle est née en Occident. Je suis un homme de gauche. Et donc, même l'idée, même la gauche, bien sûr, née à l'Occident comme la démocratie. Mais la gauche est devenue une idée universelle. Il faut aller à l'école de la pensée marxiste pour être initié à la gauche. Et il y a aussi d'autres écoles. Donc, de là où ces valeurs-là sont nées, ces valeurs sont devenues des valeurs universelles aujourd'hui. Parce que, attention, les dictateurs africains, j'ai vu ceux qui ont opéré les coups d'État là-bas. Dans le pays du Sahel, là-bas, ceux qui ont opéré des coups d'État, je ne vais pas faire des jugements de valeur. Mais moi, je ne suis pas pour les coups d'État. Mais je prends un des militaires qui est là-bas, qui dit que la démocratie, il est allé dire à la tribune des Nations Unies, en face du monde entier, que la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique. Je dis non, c'est parce que lui, il veut installer une dictature. C'est parce que lui veut installer une dictature qu'il dit que la démocratie n'est pas une valeur africaine. La démocratie est une valeur universelle. Elle n'est pas africaine, elle est universelle. Comme la gauche. Ceux qui croient à la gauche, ceux qui sont formés dans la gauche, comme moi, ce sont des valeurs que nous défendons, ce sont des valeurs universelles. Et les humains ont les mêmes besoins. On ne peut pas dire que pour les autres, c'est la démocratie. Donc, le choix libre de leur peuple. Et pour nous autres, dire qu'on va nous imposer, on n'a pas le droit de faire le choix. C'est faire des Africains. Merci beaucoup. C'est faire des Africains, des enfants on a vu comment la démocratie a été mortifère pour plusieurs pays africains. Aucun système politique n'est à même de développer un pays. Et si nous décidons d'une nouvelle orientation, d'un système qui ne soit pas aux antipodes avec les valeurs panafricaines, pourquoi pas oser, pourquoi pas y aller, tenter le tout pour le tout, puisque la démocratie aussi, dans beaucoup de pays africains, a montré ses limites, la problématique des organisations d'élections, la problématique de gouvernance, tout ça, et j'en passe et des meilleurs. Nous allons ouvrir le débat. À Doha, où se trouve... Est-ce que je peux juste un élément par rapport à ça? Dans votre temps d'antenne, lorsqu'on va déjà, on aborde déjà la première thématique. À Doha, où se trouve le ministre de l'Intérieur, Jacques Meshabani, et son homologue, son collègue Rwanda, ils ont été rencontrés séparément par l'émir du Qatar. Nous allons ouvrir le débat avec la première question qui sera posée à Pati Katanga. Le Congo attend soumettre le traité ou l'accord conclu le 27 juin dernier à Washington au Parlement. Le Rwanda l'a fait et attend des pieds fermes de résolutions qui seront sorties de pourparlers ou de discussion de Doha, bien entendu. La première question, Pati Katanga, vous allez répondre et éclairer l'opinion avec panache. Les pourparlers ou les négociations de Doha sont dans une impasse. Ou c'est le contraire? Et sur Doha, qui est en réalité la suite de Washington, Washington, pour être parachevé, on attend d'intégrer les décisions qui viendront de Doha. Et je pense qu'il restera la dernière étape, c'est-à-dire le dialogue intercongolais. Parce que nous avons des problèmes à l'interne. Personne ne peut escamoter cela. Le dialogue est inévitable. Et non, 80% de nos problèmes sont des problèmes internes. 80% de nos problèmes sont des problèmes internes. 20% ce sont des problèmes exogènes. Les problèmes endogènes, c'est 80%. Si vous ne traitez pas les problèmes endogènes qui sont à 80%, vous n'aurez rien fait. Est-ce que vous ne revenez pas sur la rhétorique du Rwanda qui insiste tout le temps que le problème, c'est le Congo et non le Rwanda, en portant ou en faisant cette analyse? Non, nous n'avons pas la même appréhension du problème que Kagame.
Kagame cherche à prendre nos terres, cherche à soumettre notre pays, il peut comme ça inventer des problèmes congolais. Lui, il parle des problèmes de FDLR et tout ça. Nous, on sait que non. Le problème de FDLR, il suffit qu'il convoque un dialogue au Rwanda. Et tous les Rwandais seront là-bas pour. Les FDLR seront là-bas pour. Donc, nous, les Congolais, nous avons des problèmes internes, problèmes de gouvernance. Ça, c'est notre problème. Problème de démocratie, ça c'est notre problème. Problème de respect des droits de l'homme, ça c'est notre problème. Problème d'assassinat. Donc nous, au Congo, nous avons des problèmes qui sont 80% des problèmes actuels. Et donc, les dernières étapes sera le dialogue intercongolais. Dans cela de tienne, nous sommes à Doha. Mais malheureusement, à Doha, le gouvernement congolais ne communique pas. Et je ne sais pas pourquoi. Si on négocie au nom du peuple congolais, pour la République démocratique du Congo, le premier à être intéressé, c'est d'abord le peuple congolais. Blackout. Blackout, on ne sait pas ce qui se négocie là-bas. On ne sait pas. Les bribes qu'on peut ramasser par-ci, par-là. Les bribes d'informations qui nous parviennent. C'est les réseaux sociaux ou bien c'est les sources ouvertes internationales, RFI, BBC. Mais au Congo, le gouvernement, je me pose la question pourquoi? Alors que M23 communique, alors que le Rwanda communique, alors que M23 AFC communique. Ne pas communiquer en une telle période, c'est contre-productif. Contre-productif parce que là, les Congolais ne suivent pas. Après, on va venir faire gober aux Congolais. Oui, nous avons signé ça. Après, on dit que c'est le premier de la démocratie. Non, ça, c'est le Congolais qui pose problème. La démocratie voudrait que lorsqu'on négocie au nom du Congo et pour les peuples congolais, on donne l'information. C'est une stratégie du gouvernement où on ne sait pas communiquer. Elle est mauvaise parce que... au regard de ce qu'on est en train de concéder à Doha ou comme à Washington. Cette stratégie est mauvaise parce qu'en ce moment-là, l'information vient de M23. Là, on tombe dans le piège. Oui. M23 a communiqué les 8 points de mesure de... Les 8 mesures de confiance. Les 8 mesures de confiance. C'est public. Nous avons tous vu ces... Le gouvernement doit nous dire quels sont les points de convergence, les points qu'ils acceptent, quels sont les points qu'ils rejettent, quels sont les points à discuter. Notre gouvernement ne fait que faire cette déclaration. Mais nous, on ne sait pas. Le cahier des charges du Congo, on ne connaît pas le cahier des charges des négociateurs congolais. On va comme ça, in fine, à la fin, nous dire, voilà, nous avons signé ça. Pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, Doha, comme vous l'aviez dit, nous avons tous suivi. L'émir du Qatar a réussi les 2 délégations, séparément les chefs de délégation. Et puis, bon, je pense qu'à un certain moment, il y a eu blocage. Et je pense qu'il a reçu les chefs des 2 délégations pour débloquer la situation. Est-ce que la situation est débloquée? Je ne le sais pas, là où je vous parle. Donc la situation ne sera pas pour autant débloquée parce que chaque parti campe sur ses revendications. Et pour l'instant, les revendications ou les cas des charges du Rwanda, c'est de rester dans la zone qu'ils occupent pendant une période de 5 ans. Selon les informations qui nous sont parvenues, une sorte du Congo oriental qu'ils veulent créer. Mais parce que nous sommes allés à Washington signer un accord au rabais. Que dit l'accord en cette matière-là? Parce que Doha, c'est la suite de Washington. Les désengagements de force, les désengagements des mesures défensives. Le Rwanda, maintenant, est devenu de l'agresseur. Il est passé victime. Parce que le Rwanda, maintenant, qui met les mesures défensives, il les place où ces mesures défensives? Il les place chez nous. Contrairement à la résolution 2773 des Nations Unies, votée au mois de février, qui a intimé l'ordre au Rwanda, les troupes rwandaises de quitter la RDC sans condition. Maintenant, nous, les mesures défensives, on nous donne des conditions. Pour que le Rwanda lève les mesures défensives, il faut que le Congo neutralise les FDLR. Et les FDLR, le Rwanda a déjà occupé ce pays de 98, 2003, 5 ans. Ils n'ont pas fini les FDLR. Kabila a organisé deux opérations conjointes, Sokola 1, Sokola 2. Pour traquer, rappelez-vous, Vital Kamerhe avait démissionné à l'époque pour traquer les FDLR. Les FDLR ne sont pas finis. Le président de la République à la tribune des Nations Unies, il dit qu'avec le général Kayimbi, Delphin, paix à son âme, ils avaient capturé des FDLR. Ils les avaient remis à la MONUSCO, au mécanisme chargé de les rapatrier. Avec quel FDLR parle-t-on? Le descendant ou le fils de FDLR arrivé en 94 chez nous, dont la plupart ne sont plus, ou la plupart ont atteint... Ils sont dans la cinquantaine révolue.
Les FDLR, d'ailleurs, moi je ne sais pas s'ils existent. S'ils existent, c'est Kagame qui les crée. Parce que les FDLR n'ont jamais jeté une pierre au Rwanda. Les FDLR ne commettent de dégâts qu'au Congo. Donc s'il y en a un pays qui est victime des FDLR, c'est mon pays, la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le Rwanda. Mais maintenant, on nous donne le devoir d'aller neutraliser les FDLR qui se trouveraient, je préfère le conditionnel, dans les territoires occupés par les troupes rwandaises. C'est abracadabracantesque. Merci beaucoup. Allez, Norbert Yamba, comment a-t-on pu accepter de s'engager dans la neutralisation de FDLR? Sommes-nous tombés dans le piège du Rwanda? Et vous, en tant que panafricaniste, quel ressenti avez-vous quand nous ne sommes pas en mesure ou en situation de résoudre des conflits sur le continent? Désormais, la solution au conflit qui ensanglante l'est du pays sera trouvée à plus de 2000 km de Kinshasa, à Washington et à Doha. Quelle est votre réaction? Avant d'aborder cette dernière question, je voulais quand même revenir sur deux petites choses. Allez-y. Premièrement, c'est la pertinence de la colonisation. Il a semblé dire qu'on ferait même le choix, colonisation, etc., que la situation d'aujourd'hui. La colonisation reste la colonisation. C'est une privation des droits. Parce que notre terrain, notre espace géographique, ça n'appartient pas aux colonisateurs. Et quand ils viennent, ils imposent leur culture, ils imposent leur façon de voir les choses, etc. Et donc, même si nous pouvons bien manger, bien se faire soigner, etc., mais nous restons des personnes privées d'un certain nombre de manœuvres, marge de manœuvre, pour arriver à mieux vivre. Donc, il faut que la colonisation s'arrête. Et nous avons voulu arrêter la colonisation. Malheureusement, on a créé ce qu'on a appelé la néocolonisation, qui est le prolongement de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai salué la nouvelle vision de Pati Katanga autour de la création d'un groupe idéologique. Mais je note que depuis que nous sommes là, ça va faire 65 ans, une expérience africaine a montré une idéologie importée a servi à quoi que ce soit. Je crains qu'on puisse faire 2 fois la même chose sans résultat. Quelqu'un disait que lorsqu'on monte sur une échelle, si on n'arrive pas, il faut changer d'échelle. Le capitalisme, la gauche, la droite, compagnie, ça sont des idéologies qui ont été créées dans un contexte bien déterminé, qui ont eu des influences dans ce contexte-là. Et qu'aujourd'hui, il est très clair que ces idéologies sont démodées, sont épuisées, sont essoufflées, dépassées, essoufflées complètement, obsolètes, improductives, etc. Et donc, pourquoi allons-nous faire l'histoire des autres? Pourquoi nous ne pouvons pas revenir à un repère et remonter avec une vision? Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, je ne dis pas, là, on abandonne tout ce qui est exogène, mais je dis que nous devons avoir la fondation pour construire un grand fonds culturel. Aujourd'hui, nous allons à la redéfinition de l'ordre international sans avoir notre propre identité. Nous avons besoin de construire cette identité et nous avons aussi besoin de rencontrer les autres pour que nous puissions véritablement mettre en place ce qu'on peut appeler une civilisation planétaire. Alors aujourd'hui, nous ne faisons que copier, compiler, réciter, répéter ce que les autres ont créé, etc. Et nous nous mettons dans une situation où nous n'avons pas de racines. Vous parlez de l'affirmation de l'Africain ou encore du continent africain face au nouvel ordre mondial ou à l'ancien système de colonisation. Est-ce que ce n'est pas nous, Africains, qui rendons possible cet état de choses? Oui. Quand nous ne savons pas gérer, il y a un problème de gouvernance à l'interne, il y a un problème de respect de loi, et que tout ce qui se passe à l'interne, où la solution dépend de l'extérieur, dépend des États-Unis, dépend de Washington. Est-ce
ça ne tue pas l'identité même panafricaine. Tout à fait, Gédéon. Gédéon, je voudrais vous dire que le moment est arrivé pour qu'on arrête cette façon de croire que, bon, Karl Marx, c'était le génie qui est tombé du ciel, ou Lénine, ou Gorbatchev, ou Trump, ou je ne sais pas quoi. Le moment est arrivé pour que finalement, Pati Katanga, au regard de son expérience, au regard du génie de nos ancêtres, etc., soit en mesure de dire, voilà, nous créons une dynamique autour de cette vision. À la différence des idéologies qui ont été rendues opérationnelles, mais qui n'ont pas été à la hauteur de nos... Alors, revenons sur le sujet. Washington, et alors, maintenant, trahison panafricaine ou réalisme ou, je dirais, pragmatisme nécessaire. Je voulais quand même dire à Pati que, bon, lorsque le chef de l'État s'est présenté comme candidat président de la République, il dit qu'il n'a pas présenté l'accord de ceci, il n'a pas présenté la vente des minéraux, compagnie, etc. Bon, ça c'est un peu d'émotion, ça c'est évident, mais je crois que la circonstance de cette guerre est une circonstance qui est arrivée finalement, qu'il faut avoir du génie pour générer des alternatives qui permettent de trouver une solution. Et nous sommes dans un processus de recherche de solutions, et donc on ne va pas tout prévoir. Ce n'est pas pour rien que quelqu'un arrive, et puis après l'autre arrive, et puis une succession de personnes, des projets, des offres politiques qui se déroulent sur le parcours. Donc, on ne pouvait pas tout prévoir. Mais il faut prendre des décisions qui sont compatibles aux intérêts de la population. Ça, au moins, c'est une prévention. Alors maintenant, l'accord avec Doha, Washington, etc. Vous savez, ça m'inquiète un peu. Quand vous dites, mais c'est une trahison, est-ce que... Bon, pas de choix, je vous ai dit que jusque maintenant, nous ne sommes pas encore indépendants. Et comme nous ne sommes pas encore indépendants, il y a des puissances d'argent qui non seulement sont à la base de ce qui se passe à l'Est, avec leur multinationale, parce qu'ils ont besoin de minerais stratégiques. Et ce sont eux qui se présentent aussi comme des pompeurs, comment on dit, les bienfaiteurs. Les bienfaiteurs, les pompeurs... les sapeurs-pompiers. Sapeurs-pompiers. Ça, c'est une évidence. Il y a une littérature abondante par rapport à ça. Mais qu'est-ce que nous devons faire, Gédéon? Nous avons passé de 1994, avec le génocide rwandais, il y a eu des milliers de morts. Nous avons assisté à la première guerre de 1996-97, des milliers de morts. Nous avons assisté à la guerre de 1998, 2003, des milliers de morts. On est là en 2021, en 2025. S'il vous plaît, de grâce. Ça fait plus de 30 ans. On n'a pas trouvé de solution. Beaucoup de régimes se sont succédés. Il faut tenter de nouvelles expériences. La solution, c'est Doha ou Washington? Il faut tenter de nouvelles expériences. Et nous sommes allés à Washington. Même si il ne faut pas que les poissons soient contents quand ils voient les pêcheurs pour venir les sauver. Si le poisson est content lorsqu'il voit le pêcheur pour venir le sauver, il se trompe d'adresse. Quand cela ne tienne, nous devons tenter une expérience parce qu'elle n'a jamais été rendue opérationnelle. Doha la même chose, mais j'ai dit, mais écoute, où est l'Union africaine? L'Union africaine, elle est où? Pourquoi ça doit perdurer? Nous avons été un seul État. On a appelé autrefois la Confédération des royautés. Il n'y avait pas de Rwanda. D'ailleurs, le Rwanda et le Burundi faisaient partie du Congo. C'est en 1910 qu'ils sont devenus finalement détachés à cause de la demande de Bismarck qui aurait souhaité véritablement prendre le Rwanda, le Burundi, compagnie, etc. Alors, il faut que l'on soit ensemble, il faut que l'on montre une certaine solidarité. Ce sont les Africains qui s'entretuent au service de puissance d'argent. Et donc, la persistance de cette guerre et les efforts réalisés par des pays occidentaux, et aujourd'hui même asiatiques, ce n'est pas des amourettes. Chacun intervient parce que la tendance c'est de gagner quelque chose. Mais ça, nous aussi, on va gagner.
Nous aussi, on va gagner si nous pouvons avoir la paix, un semblant de paix, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire la paix. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, lorsqu'on arrête les hostilités, on arrête les rivalités, ça sera le temps de s'organiser. Et donc, pour analyser toutes les causes structurelles, toutes les causes profondes, et arriver véritablement à construire une intelligence institutionnelle qui nous permet d'avoir une armée dissuasive, une police dissuasive, des services de renseignement, etc., des services de migration, le cours et tribunaux, compagnie, etc. Merci. Et avec un peuple très regardant qui participe véritablement à la gouvernance inclusive de la République. Ouais, ça, c'est important. Le réveil citoyen. Les citoyens doivent veiller à ses intérêts. Pati Katanga Kinshasa tient au désengagement ou au retrait pur et simple des troupes rwandaises sur le sol congolais. Comment y arriver alors que la suite de ce qui a commencé à Washington dépend des résolutions de pourparlers du Doha? On fait comment? Norbert Yamba, vous ne pouvez pas être au même moment contre le colonialisme et accepter un accord qui fait éloge du néocolonialisme, l'accord de Washington. Vous ne pouvez pas être contre l'impérialisme et exalter l'accord de Washington, qui est la phase la plus pire de l'impérialisme. Et donc, je dis qu'à un certain moment, il faut choisir. Si vous êtes panafricain, le problème de l'Afrique doit être réglé en Afrique. J'essaie de faire le parallélisme vulgaire. Mais si les problèmes de l'Afrique sont réglés ailleurs, c'est l'impérialisme américain. Nous plions devant l'impérialisme américain. Oui, c'est justement jusqu'aujourd'hui. Oui, mais arrêtez alors de dire que l'accord est bon. Non, je dis c'est transitoire. Non. Il faut dire que c'est le minimum que le Congo peut avoir. C'est le prélude. C'est le minimum que le Congo peut avoir parce que le Congo est un pays vaincu. Ça, c'est la réalité. Sur le terrain de théâtre, le Congolais... Et dit après qu'on aura un semblant d'effet, un cessez-le-feu, ce sera le temps de s'organiser à l'interne. Oui, mais attendez, cette paix-là pouvait être faite en Afrique. Et je constate que l'Afrique, si tu es l'Afrique, est dans la léthargie complète. Voilà. Aucun pays africain n'a condamné le Rwanda. Et pourquoi cette position de l'Afrique vis-à-vis de la situation qui sévit dans l'Est du Congo? Mais parce que l'Afrique, tout simplement, n'existe pas. Est-ce que vous savez que le bâtiment de l'Union africaine à Addis Abeba, vous savez que c'est la Chine qui a construit? L'Afrique est incapable même de construire les sièges de l'UA. Les sièges de l'UA à Addis Abeba, c'est la Chine qui a construit. Le financement du fonctionnement de l'Union africaine, c'est les pays occidentaux, c'est les États-Unis et l'Europe. Donc vous comprenez que quand vous tendez tout le temps la main, et la main qui est au-dessus vous commande. Donc l'Afrique ne s'affirme pas. Donc moi je voudrais que mon pays s'affirme. Donc voilà pourquoi, 2 fois, je prends de la distance avec cette histoire de panafricanisme. Je veux que le Congo, parce que le Congo, mon pays, est un pays particulier. Le Congo peut être le locomotive de l'Afrique. Le Congo peut entraîner l'Afrique derrière soi. Et donc, c'est le Congo aujourd'hui qui me pose problème. Aujourd'hui, c'est quoi encore votre question? Kinshasa veut le désengagement des troupes. Et Kagame est sorti. Kagame a fait 2 sorties la semaine dernière, il y a 2 semaines à peu près. Si le Congo remplit son devoir, le Rwanda remplira le sien. Qu'est-ce que ça veut dire pour Kagame? D'abord, le Congo, pour Kagame, le Congo doit d'abord neutraliser FDLR avant que le Rwanda n'élève les mesures défensives. J'aime pas trop les termes. Donc Washington demande plus au Congo qu'au Rwanda. L'accord ne dit pas ça. Mais l'interprétation de Kagame, c'est celle-là. Okay. L'accord ne dit pas ça. Et d'ailleurs, l'accord même, j'ai suivi Massad Boulos et j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères des États-Unis qui, eux, parlent de la spontanéité. Simultanément, on neutralise les FDLR et simultanément les mesures défensives du Rwanda sont levées. Mais l'attente de Kagame n'est pas la même. Kagame dit, le Congo fait d'abord son devoir. Et après, le Rwanda fera le sien. Parce que Kagame sait très bien que le Congo, il n'arrivera pas à neutraliser les FDLR. Le Congo n'arrivera pas. Parce que les FDLR sont la fabrication de Kagame. Kagame continuera à nous fabriquer des FDLR. Autant que le Congo peut les neutraliser, autant Kagame continuera à les fabriquer. Donc c'est un cercle infernal. Mais quand Kagame dit que le Congo fasse d'abord son devoir, c'est au regard de ce qui a été convenu à Washington.
Le Congo a pris l'engagement de neutraliser les FDLR. Exactement. Le Congo a pris l'engagement de neutraliser les FDLR, alors que le Congo n'en a pas le moyen. Mais maintenant, au niveau de l'interprétation, est-ce que cela se fait simultanément au même moment ou bien cela se fait l'un après l'autre? Kagame dit une opération après l'autre. La première opération, le Congo neutralise. On constate que le Congo a neutralisé effectivement. Ça, c'est Kagame. Et après, Kagame élève les mesures défensives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cela prend 5 ans, si cela prend 10 ans, c'est la partition de notre pays. Donc les mesures défensives ne seront pas levées. Donc ça veut dire que le Rwanda a annexé la partie est de notre pays. Si nous mettons 10 ans à neutraliser les FDLR, parce qu'on y arrive. Mais c'est le cahier des charges aussi de M23 à Doha. Donc, l'étape la plus solide, le piège, c'est surtout Doha, où le fait déjà d'aller à Washington amenuise les chances pour le Congo de s'en sortir. Où le plus grand piège nous attend à Doha. Washington a été un piège, nous avons concédé. Nous avons concédé. C'est un accord au rabais pour le Congo. Ça m'étonne que les Congolais applaudissent de demain que Washington, c'est la solution. Non. Washington, c'est le minimum que le Congo pouvait avoir. Au moins, il y a ça. Au moins, il y a ça. Parce qu'à la place, s'il n'y a pas ça, il y a quoi? Il y a l'occupation rwandaise. Ils vont avancer vers Uvira. Ils vont avancer vers Kisangani. Ils risquent même d'arriver à Kinshasa. Au moins, on a ça. Si ça peut épargner des vies, au moins, on a ça. Mais c'était un accord au rabais qui hypothèque l'avenir du Congo. Maintenant, Doha, c'est la suite de Washington. Doha, c'est la suite. Et donc si Doha échoue, les résolutions de l'accord de Washington ne seront pas mises en œuvre. Trump dit que pour que l'accord soit complet, il faut que les négociations se terminent à Doha et qu'on insère les mesures de Doha. Donc, si Doha n'aboutit pas, ça veut dire que Washington ne fonctionnera pas. Ça veut dire que l'accord de Washington est incomplet. Et donc, il faut que Doha aboutisse. Moi, Congolais, j'ai dit, ils sont en train de nous ignorer. Il faut un dialogue à l'interne. Un dialogue entre Congolais. Pour résoudre, parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de résoudre 20% du problème. 80% du problème, c'est à l'interne. Il faut qu'à l'endogène, il y ait un dialogue franc entre tous les acteurs politiques, sociaux et culturels du Congo. Pour que le Congo prenne un nouvel élan. Si, comme le président Félix Antoine Tshisekedi le souhaite, il veut s'arrêter à Washington et à Doha. Parce qu'à l'interne, il ne veut pas rechercher un dialogue. Je vous dis que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et ce n'est pas les Américains qui nous amèneraient la paix. La paix, c'est d'abord la volonté des Congolais. La paix, c'est d'abord l'armée congolaise. Il doit être remis en place, outillé, formé, pour que demain, nous puissions bouter dehors. Parce que si maintenant les mesures défensives ne sont pas levées sous prétexte que nous n'avons pas neutralisé les FDLR, il va faire quoi? Et quels sont les dessous de cet accord de Washington que concède la RDC et que gagne-t-elle en retour? Chez les Américains, on dit 500 milliards d'investissements en 15 ans. Chez les Américains, pour les minéraux. Mais le problème, c'est que sur la chaîne d'approvisionnement, on place le Congo comme étant le terrain d'extraction. Nous ne sommes que le pays d'extraction. Et on va installer les usines où? Les usines de transformation seront installées au Rwanda. Et Washington va s'occuper du produit fini pour vendre aux autres pays, garder pour lui et puis vendre aux autres pays occidentaux. Et les 515 milliards seront investis dans quel domaine précisément? Les 500 milliards en 15 ans seront investis dans l'extraction des minéraux stratégiques. Pas dans de projets de développement? Mais oui, ça va de pair. Il faut des routes, non? Il faut des routes, ouais. Pour les acheminer. Il faut des écoles. Des écoles, non, pour former les ingénieurs. Il faut les ouvriers aussi, les former dans des écoles spécialisées. Il faut aussi des creuseurs. Il faut des machines-outils. Il faut installer des entreprises, des usines capables de produire ces machines-là. Ça ne vient pas tout le temps des États-Unis. Et puis, il faut la maintenance pour ces machines d'extraction. Et donc, le Congo, même en tant que pays où on va extraire les minéraux, va bénéficier, mais malheureusement, le Congo bénéficiera moins que le Rwanda et moins que les États-Unis. Les projections faites, comment ça? Les projections faites sur 15 ans, les 500 milliards que investiront les Américains en RDC vont rapporter 2000 milliards pour les États-Unis.
2000 milliards Oui. pour les USA. Oui. Mm. 2000 milliards pour les USA. On dit 20% de l'investissement, c'est pour le Rwanda. On dit moins de 5% pour le Congo. Faites le calcul. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, sur la chaîne Mais d'approvisionnement... des statistiques doivent faire froid au dos. Sur la chaîne d'approvisionnement... Et offusque même certains Congolais. Sur la chaîne d'approvisionnement, le Congo est un pays d'extraction. Le Rwanda est un pays de transformation. Les usines de transformation. Les usines de transformation, les usines de transformation seront basées à Kigali. À Kigali pour donner une plus-value. Donc c'est le Rwanda qui va gagner plus. Vous n'avez pas encore compris jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas encore compris. Vous me posez encore des questions. Une fois que ces minéraux prennent les plus-values au niveau du Rwanda, ben c'est vendu aux États-Unis qui s'en chargent pour vendre aux autres partenaires extérieurs. Donc les États-Unis, le premier gagnant, c'est les États-Unis, l'impérialisme. Voilà. Contre qui la gauche lutte. La gauche n'est pas une idéologie extérieure, elle est une idéologie fondamentalement congolaise qui lutte contre l'impérialisme, contre le colonialisme. Donc les Américains vont gagner 2000 milliards. Donc x4 d'investissement x4. Les Rwandais aux alentours, 20% c'est aux alentours de 100 milliards en 15 ans. Le Congo va se cramponner à moins de 5% de l'investissement. Merci beaucoup. Norbert Yamba Yamba, regardez ces statistiques. Le Congo semble être mis à genoux. Et à côté de ça, il y a la principale question qui reste qui résonne dans le cœur des Congolais, la paix. Comment allons-nous obtenir la paix pendant 15 ans? Et si ce sera une paix durable? Une fois aujourd'hui ou demain, les intérêts du Rwanda ou des États-Unis sont menacés, nous allons revenir à la case de départ. Pendant 15 ans, le Congo sera-t-il à même de s'affirmer, de devenir puissant, ou ce sont les États-Unis et le Rwanda qui, après 15 ans, vont toujours s'affirmer et toujours être puissants? Votre avis et votre analyse, rapidement. Je voudrais quand même tranquilliser l'opinion. Et je sais que Pati a une grande capacité de persuasion. Il risque même de dire que le ciel va tomber aujourd'hui, ça va, et pourtant, ça ne tombera pas. Mais à l'entendre, il n'est pas défaitiste. Il est réaliste. Il n'est pas défaitiste, mais il aggrave un peu. Et il ne me dira pas une source où il a trouvé tous ces chiffres. Parce que le deal n'est même pas encore connu, il faut rentrer dans une nouvelle négociation. L'arrangement institutionnel n'est même pas encore connu. Certainement qu'il y a eu des préconisations en termes de dire, bon, nous pouvons investir autant. Qui investit? Est-ce que c'est le gouvernement américain? Est-ce que ce sont des multinationales, etc. Ça aussi, ce sont des questions. Donc, le partage, la clé de répartition n'est pas encore réalisée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la transformation. Il faut arrêter. Quelle transformation il y aura au Rwanda? Transformation pour fabriquer quoi? Juste les raffinages. Juste les raffinages. Et ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas craindre ça. Et nous avons déjà une approche qui a été déjà diffusée par le gouvernement de la République autour de la création des entreprises spéciales économiques, etc., où on a besoin aussi d'avoir des investisseurs qui s'insèrent, qui sont exonérés et qui sont capables non seulement de raffiner, mais une dynamique à la fabrication des produits finis. Ça, on en a besoin. C'est là que crée la valeur ajoutée, la chaîne de valeur ajoutée. Ça, on en a besoin. Mais juste à preuve du contraire, les négociateurs prendront en considération tous ces éléments. Mais ces chiffres de répartition sont encore faux. Et à côté de ça, alors, la paix, comment on fait pour y arriver? Troisième chose, je tranquillise Patika. Il dit vous avez adhéré à la vision impérialiste. J'ai dit simplement on a tenté plusieurs fois. Or, le système est hétérocentrique. Il est fondamentalement impérialiste. Ce système que nous sommes en train de traverser, si cela peut nous donner l'occasion de nous organiser pour construire une dynamique autour de la structuration institutionnelle de notre pays, pour que nous ayons une armée dissuasive, nous ayons des services de renseignement très avancés avec des équipements conséquents, et donc nous allons
Quand on écoute Kagame, lorsqu'il dit « J'attendrai que vous neutralisez les FDLR », c'est une façon de dire que la guerre n'est pas finie. Et nous ne sommes pas des idiots. Est-ce qu'on se prépare à toute éventualité? Eh bien, voilà, donc c'est justement tous ces éléments qu'il faut prendre en exergue. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui nous organiser comme il faut si nous n'arrivons pas à gagner un petit temps de repli, justement, pour que nous voyions. Aujourd'hui, combien de jeunes gens sont recrutés? On a parlé des infiltrations. Donc, vous ne croyez pas vous-même à cet accord? Non, je crois à cet accord. Parce que vous parlez d'un temps de repli. Alors ici, alors que les Congolais veulent un temps de paix durable. Moi, je suis. Que nous puissions en finir une fois pour toutes avec l'insécurité cyclique dans l'Est. Je suis politique. Mais je suis de formation stratège en sécurité et en défense militaire. S'il vous plaît. Je vous le dis simplement parce que je dis aujourd'hui, la guerre ne va pas s'arrêter parce que la guerre, elle est complexe, complexifiante. Tu vois, il y a plusieurs acteurs, même si on parle Amérique, Rwanda, Kinshasa, compagnie, etc. Il y a plusieurs autres acteurs qui n'ont pas été pris en considération. Donc, il faut toute une solution globale. On vit la guerre de l'homme. Et voilà. Ça, c'est troisième chose. Quatrième chose. Non. Pati, le problème n'est pas 80%. Non, Pati, s'il te plaît. J'aime bien ta manière de réfléchir, mais là, tu aggraves la situation déjà précaire. 80% pourquoi? Vraiment, la question de l'Est, c'est 80% au Congo. Et vous dites que la question, c'est liée à la gouvernance, liée à la démocratie. Droit de l'homme. Est-ce que ce n'est pas le cas? Parce qu'ici, on parle de la crise régionale. Et l'un des pays à la base de cette fragmentation de la crise au niveau de la région, le Congo en fait partie. Oui, mais est-ce que c'est ça un problème interne? C'est un problème de la région, de la sous-région. C'est un problème dans le Grand Lac. Parce que tous ces pays sont frontaliers. Et les frontières ne sont pas démarquées. Et nous avons un problème de démarcation de ces frontières. Nous avons un problème de partage des richesses avec ces problèmes. Nous avons un problème de déplacement avec des différentes personnes qui habitent dans ces différents pays. Ce sont des problèmes au niveau régional. Et nous avons également un problème avec les multinationales qui ont besoin de nos minerais stratégiques. Donc nous sommes dans une approche multiniveau. Il faut sortir d'une approche récoquillé. Donc le problème n'est pas 80% endogène. Non. Quand vous dites gouvernance, mais nous avons des institutions pour régler la gouvernance. La démocratie, d'ailleurs, nous sommes en train de la condamner, même si ils disaient que c'est universel, compagnie, etc. Mais écoute, l'Angleterre, il pratique la démocratie, n'a pas une constitution. Donc, ce n'est pas la même chose que la France. La Suisse a sa manière de faire la démocratie. La Chine fait sa démocratie tout en ayant 172 000 personnes qui dirigent leur empire. Donc, chaque démocratie doit être fondée sur les racines, sur un grand fond culturel. C'est pas il y a une société qui dit que son modèle, il est le plus indiqué pour que tout le monde... Est-ce que Pati n'a-t-il pas raison, puisque la résolution de Doha, de Washington, voulais-je dire, nous oblige, nous exige même d'organiser un dialogue à l'interne. À Washington, nous n'avons pas su défendre la cause du Congo ou établir noir sur blanc si on est en présence d'une rébellion ou d'une légitime défense. C'est pourquoi je disais... On a parlé plutôt de la menace des FDLR sur le sol congolais, ce qui fait que le Rwanda puisse se repliquer en envoyant ses troupes pour les traquer. On a l'impression d'être mal parti, aussi très mal pris. Est-ce que la suite ne risque pas d'être catastrophique? Non, ce n'est pas catastrophique. Quand lisez cet accord-là, tu vas voir, c'est un accord bilatéral. Et donc, or, nous sommes dans un accord bilatéral, les médiateurs signent ou ne signent pas? Nous sommes dans une guerre à la fois symétrique et hybride. Et donc, il y a beaucoup d'autres éléments. Alors, il a raison. Non. Quand on est en présence d'une guerre hybride. Vous ne me laissez pas. Allez-y. Alors, je disais que le moment viendra et Doha, c'est l'occasion également qu'on échange. Mais ce n'est pas fini. Et quand il dit qu'au niveau interne, moi, je ne vois pas que c'est une question de démocratie, c'est une question des droits de l'homme. C'est là, à l'Est, qu'il y a une violation des droits de l'homme. Certainement qu'ici, encore qu'il faut mesurer l'intensité, ça c'est évident.
Mais quand cela ne tienne, on a besoin de construire la cohésion sociale, la cohésion nationale. Cette cohésion où les Congolais partagent tous les mêmes aspirations pour dire voilà que nous sommes attaqués parce que l'agenda international, l'agenda impérialiste ne s'arrête pas seulement, n'est-ce pas, à l'est de notre pays. Cet agenda, on voudrait que l'on y aille dans la perspective de saucissonner, de balkaniser le Congo, même à 5 provinces. J'ai suivi il n'y a pas longtemps le ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui ministre d'État du Sénégal, Tidjane Gabio, qui disait que le Congo est dans un viseur de 5 pays. C'est-à-dire qu'on a commencé avec l'Est, on peut généraliser ça sur l'ensemble du territoire. En tout état de cause, si les Congolais ne se mettent pas ensemble pour avoir le même langage, pour crier haut et fort qu'ils sont unis et qu'ils ne veulent pas faire comme on a fait avec le Sud-Soudan, compagnie, etc., à ce moment-là, ça serait un danger. Et là, je ne peux pas dire que c'est 80%. Bien au contraire, ça fait partie des éléments que tout Congolais doit prendre conscience pour dire comment nous faisons. Mais là aussi, Pati, et ça, je voudrais mettre ma façon de réfléchir comme consultant sur la table, on ne peut pas aujourd'hui, sincèrement, mon ami, parler de ce dialogue si on n'a pas de termes de référence. Nous avons le projet qui a été présenté par le binôme SCC et Senko. C'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, ils ne sont pas autorisés. Compagnie. Non, non, non. Chaque Congolais, chaque groupe, pris individuellement ou collectivement, peut s'organiser pour proposer une alternative. Ça fait partie d'un droit à la citoyenneté responsable. Et il ne faut pas condamner ces gens. Quand cela ne tienne, mais il faudrait que, pour faire convaincre les uns et les autres, il y ait des thèmes de référence. Le pacte social, c'est une dénomination. Il n'y a pas un déroulement opérationnel. Je le lis plusieurs fois. Quels sont les objectifs entendus? Qui sont les acteurs? Ça va prendre combien de temps? Ça va coûter combien, etc. Les thèmes de référence doivent être clairs. Mais quand j'écoute les gens, on pose la question, on dit non, non, ce n'est pas une solution. Mais ce n'est pas une solution. Mais comment ça va se dérouler? Ils vont participer pour trouver pour avoir quel résultat? Qu'est-ce qui est entendu en termes de résultats, compagnie, etc. Tous ces éléments-là doivent être consignés dans un thème de référence et ces thèmes de référence doivent être partagés. Encore que bon, si à l'intérieur du Congo, on a des partis politiques, on a la société civile, etc. Mais il faut également opposer, et c'est ce qui s'est fait à Doha, où la région des Grands Lacs est inclue. Le Grand Lac, ce n'est pas seulement le Rwanda. Il y a l'Ouganda, il y a aussi le Burundi. Mais il faut parler également dans la Tanzanie, parce que combien de réfugiés sont en Tanzanie? Et il y a le Kenya, qui aujourd'hui est en train de miroiter ses intérêts et compagnie. Tous ces éléments. À la majorité au pouvoir, on va finir par là, on a un autre regard de la démarche du binôme SCC Senko. Pourquoi vous avez un regard opposé à ce que fait la Senko? La fois dernière, vous m'avez parlé de regard opposé. Il faut arrêter ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui interprètent très mal. Moi, je donne ce que je peux. Il y a des attaques interposées à travers le média. On voit la tension autour de ce que fait la Senko. L'UDPS même n'est pas d'accord. On a suivi récemment la sortie médiatique de Gustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, parce qu'on parle de... On le cite parce qu'on parle du parti qui l'engage au quotidien, qui les représente. Attaque vivement à la Senko. Le secrétaire général Kabouya est un secrétaire général d'un parti politique et c'est un politique. Et en tant que politique, il prend position. Vous m'avez invité ici avec Pati parce qu'on met parfois en exergue certaines attitudes désintéressées, impersonnelles, qui permettent de rassembler les idées et de construire la collectivité autour de ces grandes idées. Et ça, c'est le combat. Mais néanmoins, que ce soit le secrétaire général, que ce soit les gauchistes et compagnie, etc., ils écouteront la pertinence de la discussion pour comprendre que la crise de notre pays, ce n'est pas une crise
monocolore. C'est une crise complexe, c'est une crise à plusieurs niveaux, à plusieurs étages, et qu'à chaque étage, il faut trouver solution. À l'interne, dans la sous-région et à l'international. On a besoin qu'on y réfléchisse, qu'on ait un agenda stratégique global, globalisant, qui permette à chaque niveau de dégonfler les tensions. Ça, c'est la préoccupation et ça, c'est l'effort que nous faisons. Mais quant aux déclarations des hommes politiques, et voilà, chaque homme politique a une façon de voir les choses. Dès qu'on va faire des rencontres, il y aura des interactions et on va essayer de décrisper, de dégonfler, n'est-ce pas, de construire une sorte de dématisation de l'atmosphère politique. Merci beaucoup. Dialogue en vue. Les participants sont d'ores et déjà connus et puis vous allez commenter l'actualité avec la suspension de Jacques Kaboula de ses fonctions de gouverneur du Haut-Katanga. C'est les vice-gouverneurs qui en assurent l'intérim. Pouvons-nous nous s'accorder à dire que la messe est dite pour les transfiges du PPRD Jacques Kaboula? Bon, on parle de dialogue ou bien on parle de Kaboula. Moi, je préfère ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Non, on finit, c'est l'actualité. Et on va finir par là. Donc, en ce qui concerne le dialogue, oui, je confirme que 80% des problèmes sont endogènes. Oui, je confirme que mes sources, c'est les stratèges américains. Ils ne viennent pas chez vous sans avoir étudié le problème, sans avoir estimé ce qu'il faut. Vous n'avez peut-être pas l'information, mais je vous dis que 500 milliards seront investis en 15 ans. Et en 15 ans, les Américains gagneront 4 fois plus, 2000 milliards. Et je vous dis, le Rwanda gagnera 20% de l'investissement. Je dis, le Congo est aux alentours de 5%. Ce sont les stratèges. Et le Qatar joue quel rôle précisément dans... Le Qatar est un partenaire. Le Qatar est un partenaire important parce que le Qatar veut aussi construire une industrie d'armement. Nous sommes dans la zone du Moyen-Orient et donc a besoin aussi des minerais stratégiques et tout ça. Il veut aussi investir surtout dans le diamant. Donc le Qatar va aussi bien s'en tirer. Dans le diamant et tout ça, c'est un grand investisseur. Et les investisseurs, non, ça ne sera pas le gouvernement américain. Les Américains sont capitalistes. Ça sera les entreprises américaines. Donc ça, j'ai répondu à votre souci. En concernant les 80% de problèmes endogènes, il nous faut un dialogue à l'interne. Et il y en a un qui a déjà pris l'initiative. C'est SCC et la CENCO. Nous les avons reçus, nous, la CGC. La coalition de la gauche congolaise a reçu la semaine dernière l'équipe de la CENCO SCC en la personne de Monseigneur Cholet et le pasteur Éric Senga. Nous avons discuté, nous avons posé ces questions que vous êtes en train de poser. Et ils ont répondu à toutes nos questions. Oui, les thématiques sont là. Mais les thématiques sont d'abord travaillées par... Ça, c'est la stratégie qu'ils ont adoptée. Ils préfèrent que ce soit les spécialistes qui travaillent d'abord, pas les politiques d'abord. Les politiques viendront en dernier pour amender, avaliser, modifier. Ils viendront en dernier, c'est ça là. Et il y a plusieurs ateliers qui sont en train de se mettre en place. Et ce sont les ateliers qui vont être confiés aux spécialistes. Et eux vont travailler 5 ou 6 ateliers. Diplomatie politique et institutionnelle, les frontières, l'économie, il y a plusieurs ateliers. Et donc, après les spécialistes, après avoir travaillé, ils vont leur remettre leurs travaux. Et c'est ces travaux-là qui seront fournis aux délégués politiques qui viendront et de la société civile. Délégués qui viendront. Donc je pense que l'Église catholique et l'Église protestante, il faut les féliciter. Ce que je regrette, je perçois très bien les Congolais aussi, que le président de la République veut phagocyter l'initiative des CC5O en leur enjoignant les Binzambi. On connaît ces gens-là. Pourquoi vous les traitez-vous de Binzambi? Retirez ça. Non, c'est comme ça qu'on les appelle. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Les églises de réveil. C'est Binzambi. Non. Comment vous appelez Lingala? Non, l'émission est en français, mais s'il vous plaît. Ok. Les églises de réveil. Okay. Donc, on connaît, ils sont de basse moralité. On connaît qu'ils sont utilisés pour venir phagocyter l'initiative. En tant que Congolais, on peut leur donner quelques responsabilités, mais l'initiative doit rester l'initiative SC5O, sur lesquelles les Congolais vont débattre. Parce que nous connaissons très bien que l'Église catholique et l'Église protestante sont au milieu du village. Ils ne sont pas derrière l'argent. Ils ne courent pas derrière le pouvoir. Concluez. Et donc, je pense que
Si les Congolais entre eux, vous l'aviez dit, et Tidjane Tia m'a dit si les Congolais se mettent ensemble, c'est là qu'il y a le nœud du problème. Si les Congolais se mettent ensemble. Ça veut dire si les Congolais se mettent ensemble et regardent dans la même direction. Si les Congolais se mettent ensemble et partagent les mêmes valeurs. Si les Congolais se mettent ensemble et combattent la mafia dans notre pays. Combattre le détournement de fonds clients dans notre pays. Donc, c'est ce moment-là que nous pouvons aller ensemble. Et ensemble, c'est les catholiques et les protestants ont pris l'initiative. Je préfère qu'on les laisse faire. Que eux soient le pouvoir médiane qui va être le médiateur du dialogue. Et non nous envoyer, bon, je préfère les églises de réveil. Bon, encore, s'ils ont déjà réveillé quelqu'un, hein, et encore, hein, parce que le vocable est mal choisi d'ailleurs. Hein, église de réveil, je dirais plutôt église de sommeil profond. Hein, les églises de sommeil profond. Donc, si nous avons une solution à l'interne, si nous sommes ensemble à l'interne, hein, nous pourrions modifier l'accord de Washington. Allez. Nous pourrions modifier l'accord de Doha. Parce que c'est la volonté de éviter les pièges. Éviter les pièges. Parce que les Congolais, à ce moment-là, mais tous les Congolais, les dialogues doivent se faire avec tous les Congolais. Voilà, l'affaire Kiaboula, on finit par là. Je ne sais même pas c'est quoi l'affaire Kiaboula. Parce que l'affaire de la majorité, là... Suspendu de ses fonctions. Pourquoi? Pour avoir déclaré lors d'un meeting que Kabila, Nanga sont des frères, nous allons, le problème congolais, nous allons le gérer à l'interne. C'est ce que je viens de dire, non? Pourquoi ceci doit lui coûter son poste de gouverneur? Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas prêts. Les Congolais se réconcilient. S'il est sanctionné, pour avoir dit, Kabila est notre frère, Nanga est notre frère, s'il est sanctionné pour ça, donc il y en a au Congo qui ne veulent pas la réconciliation des Congolais. Attends. Quand j'entends cette histoire-là de camp de la patrie auto-décrété, camp de la patrie, donc vous supposez que les autres sont de l'antipatrie quand vous décrétez le camp de la patrie. Heureusement que ça fait pchit. Heureusement que ça n'a pas volé haut. Mais tous les Congolais, attendez, vous savez que beaucoup qui roulent carrosse ici, vous savez le massacre à l'est de notre pays, c'est depuis plus de 30 ans. Et depuis plus de 30 ans, 15 millions de nos compatriotes ont été décimés. Mais il y en a qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui ont participé dans des rébellions. Il y en a qui roulent carrosse ici, mais qui ont tué des Congolais. À un moment donné, les Congolais, non seulement ils doivent se mettre ensemble, mais il faut aussi un tribunal pénal international contre les crimes commis au Congo. Merci. Norbert Yambamba, fini. Voudrais... Kaboul a convoqué à Kinshasa pour ce propos controversé. Est-ce que le pouvoir est prêt à aller au dialogue? Si oui, avec qui? Et pourquoi le propos d'un gouverneur d'une province peuvent enflammer la toile et déranger le pouvoir central au point de le convoquer? À l'instant où nous parlons, Jacques Kaboula serait évanoui dans la nature. Je voudrais apaiser les esprits. Notre pays est en train de traverser des moments un peu plus difficiles avec ces agressions répétées dans l'est de notre pays. Et peut-être je partagerai ce que disait tout à l'heure mon frère Pati pour dire qu'on a besoin d'une certaine tranquillité, d'une certaine sérénité, d'une certaine cohésion pour que finalement on ne soit pas suffisamment fragilisé. Mais ce qui est vrai, c'est que je n'ai peut-être pas suivi la péripétie du problème de Kiaboula, mais j'ai suivi ça à la radio, Top Congo tout à l'heure, où on disait que, bon, voilà, ce qu'il avait dit, ce que tu as repris là, c'est que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, lui a fait une demande d'arriver à Kinshasa pour des échanges et des concertations, parce que c'est un gouverneur de province. Mais il n'a pas répondu à la lettre du vice-premier ministre, c'est ce qui a poussé à ce que une lettre de suspension. Mais ce n'est qu'une suspension. Si tout le monde doit se détacher... Est-ce que la messe n'est-elle pas dite pour lui? On a l'impression que l'affaire prend une autre tournure. Non, nous sommes en train de vouloir construire un état de droit. Et l'état de droit suppose la gestion des contradictions
le droit au désaccord. Et s'il y a un gouverneur qui n'est pas le moindre, parce que c'est un président d'un pouvoir politique, donc il est tout à fait normal qu'ils soient entendus. Et la procédure qui a été suivie par le vice-premier ministre, c'est une procédure normale. Si le gouverneur de province avait répondu dans le délai qui lui a été imparti, on n'arriverait même pas à cette suspension-là. Je pense qu'il faut que chacun lève son ego, mette au frigo, pour voir que le Congo a besoin d'autres alternatives. Est-ce qu'à l'IDPS, vous êtes ouvert au dialogue? À l'IDPS, vous avez suivi le secrétaire général. Je ne suis pas été envoyé par l'IDPS pour parler au nom de l'IDPS, mais le secrétaire général s'est déjà prononcé par rapport à cette question. Et vous avez suivi une fois, parce qu'il ne faut pas suivre seulement un discours. Le secrétaire général l'avait dit, il avait reçu même la Cinco et les CC à son temps, et qu'il a tout fait pour qu'il puisse voir le président de la République. Quelque part, c'est que... le terrain est déjà en marche. Le terrain est en marche. Maintenant, il faut clarifier. Il faut clarifier qu'est-ce qu'on attend, en ayant quelle échéance, compagnie, etc. Oui, bon, mon ami parle de chercheurs, de spécialistes, etc. Or, c'est une question qui va au-delà de ce que représente les valeurs intrinsèques individuelles. Ça marche avec l'état d'âme, ça marche avec les attitudes, ça marche avec l'état d'esprit des Congolais disséminés à travers le pays. Et donc, il faut considérer ça. Mais alors, si vous me dites que les thèmes de référence sont préparés par ces spécialistes qui ont été invités, c'est une bonne chose. Mais ce n'est qu'une méthodologie. Il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Mais encore que, pour l'instant, parce que vous avez condamné que le gouvernement ne se prononce pas, mais qu'on nous dise très clairement le résultat de ces chercheurs-là, où est-ce qu'ils sont arrivés et qu'est-ce qu'ils demandent pour que nous puissions faire. Mais il ne faut pas non plus aggraver la situation déjà précaire. Quand vous demandez à ce qu'on puisse discuter, c'est vous-même qui êtes à mesure de dire non, 80%, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de démocratie, il y a des détournements de fonds. Presque de diffamation, etc. Parce que la responsabilité est individuelle en droit. Et ce n'est pas à partir que je puisse apprendre cela. Certainement que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui peut représenter détournement, compagnie, etc. Il va falloir que ces gens-là soient poursuivis. Pourquoi pas? Mais il ne faudrait pas faire endosser des responsabilités à un régime. Et vous demandez qu'il puisse justement déclencher les processus de négociation ou de dialogue. Et ça, il faut que chacun puisse justement avoir une certaine rétention dans la manière de présenter les choses. Parce que vous pouvez avoir raison sur le plan de fond, mais si vous présentez mal la forme, ça remet en question le fond. Et là, ça devient un danger public parce qu'on n'aura pas le résultat. Et donc, il faut y mettre un peu plus d'intelligence dans la manière de communiquer pour que finalement, nous puissions avoir le résultat sans combattre. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin. Merci à vous, Patrick Katanga. Vous êtes membre de la coalition de la gauche congolaise. Merci d'être venu. Merci beaucoup. C'était aussi l'honneur et un plaisir pour moi de vous avoir ce matin. Norbert Yamba Yamba, très invisible ces derniers temps. Je pense que vous allez faire un effort de vous rendre disponible ou de vous faire disponible pour nos nombreux téléspectateurs qui ne cessent pas de... J'ai toujours été disponible pendant 40 ans, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis toujours disponible. Je crois beaucoup à l'avenir de mon pays. Merci. Au regard de la situation sur terrain, une birbe de sagesse nous aiderait à sortir de l'auberge. On vous retrouve, mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Avec le même plaisir. Ligne rouge revient très très vite. Bonsoir chez vous. Congo BM TV. Congo BM TV, la chaîne de la vérité 100% panafricaine. Ici, on donne la parole à ceux qu'on ne montre jamais. Reportages, interviews, documentaires, décryptage et actualités engagées. Balobi biso nyonso to s'abonner na Congo BM TV. Kuna okukuta makambo nyonso ya kitoko, ba émission ya bien, ba gag ya kitoko, ba film ya bien. Babi ba chaîne ya ba polémique. En tout cas, to message biso sur la polémique. Mais boye ba ke na place simbo kezo beba ezakana une partie égale dans la authenticité.
yango sikoyo Congo BMTV bato nyos bolingaka plus bolingaka excellence, allez vous abonner chez Congo BMTV. Ngai déjà na s'abonner. OK, ngai déjà na kati wana et puis bino pe boya bo s'abonner et ça la biso bien makasi. Tous s'abonner biso nyonso na Congo BMTV. Nga déjà na s'abonner etikali yo. Bertino Mayaya Congo BMTV. Ya biso esika eye veut dire moi na soka botami ba maman ba papa ba yambaka e ba yaya ba tata mosi ba mama kulutu abotami Congo BM télévision veut dire awande obozwa kite veut dire abozwango. Donc chaîne na biso ya sika Congo BMTV to s'abonner massivement. OK, ba balinga ba programme bien, balinga ba théâtre, balinga ba gag, balinga ba émission de ma camion soit bien to s'abonner massivement. OK, na Congo BMTV. Abonnez-vous massivement sur Congo BMTV. Mes fans bato nyonso bolinga ngai bolinga bémission bien, mutu nyonso alingaka excellence, mutu nyonso alingaka tala gag intelligent, mutu nyonso alingaka tala film moko ya bien, émission kitoko chez les gens qui réfléchissent. En tout cas, allez-y massivement vous abonner sur Congo BMTV. Vous s'abonner massivement à Congo BM Télévision. Awa bo raté et le côté ba film ba gag musique donc eza à Congo BM Télévision. Donc voilà, on a s'abonner qui peut s'abonner, benga tata moi si benga maman pour tout voisin à s'abonner. Voilà, et ça on peut pas citer sur le dans la cloche de notification, je veux dire au début qui nous s'appuie pendant des temps notification au quota et au commis là. Donc voilà, la donne à s'abonner qui vient à s'abonner qui FM à s'abonner qui Fris Kakamichi puis à s'abonner qui voilà, biso tout ça. Congo BMTV, la vérité se maintenant.